ça coûte entre 5 à 8% par mois, ce qui est pas négligeable. Donc imaginons pour un loyer de 500 euros, ça va vous coûter 40 euros par mois, soit un loyer annuel. C'est quand même beaucoup, je trouve. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans le podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, je vous fais une petite présentation rapide pour les nouveaux auditeurs. Donc, je m'appelle Anthony, j'ai 30 ans, je suis investisseur depuis quelques années maintenant. Je fais de l'immobilier, de la bourse, un peu de crypto. J'ai aussi quelques petits autres side business. À l'heure d'aujourd'hui, je dégage plus de 2000 euros net dans ma poche grâce à mes investissements. Et tout ça en ayant commencé au McDonald's avec un salaire de 600 à 800 euros. J'ai lancé ce podcast en plein confinement Covid pour vous partager mon aventure, mes réussites, mais aussi mes échecs, et surtout pour vous motiver et pour vous montrer qu'un autre chemin est possible, tout simplement. Alors, on va commencer l'épisode du jour par un petit retour rapide sur l'épisode de la semaine dernière. Vous avez été plusieurs à m'écrire en DM sur Instagram pour me dire qu'une piqûre de rappel, ça fait jamais de mal, etc. Alors déjà, premièrement, les amis, merci beaucoup, merci de prendre le temps de m'envoyer un petit message. Ça me fait toujours plaisir de discuter, tu vois, je vous l'ai déjà dit, mais d'avoir ce contact humain, ça fait un peu bizarre, tu vois, mais c'est cool. C'est cool d'avoir des vraies personnes qui réagissent derrière, ça fait toujours plaisir. Et deuxièmement, ça me conforte aussi avec un truc. En fait, sur la fin de l'année dernière, euh, comment dire, j'avais des petits soucis, tu vois, j'ai commencé à avoir une panne d'inspiration. Et la dernière fois, en fait, je parlais avec un créateur de contenu et je lui expliquais que c'était quand même compliqué, en fait, de toujours trouver la nouvelle idée et que, en fait, moi, je voulais pas me répéter. Je voulais pas me répéter, j'avais déjà fait sur des sujets, je trouvais pas l'utilité de répéter toujours la même chose. Et en fait, il m'expliquait que ça servait à rien de réinventer la roue, que peut-être moi, j'avais l'impression de parler de toujours la même chose, etc. Mais qu'en fait, l'audience ne le percevait pas comme ça. Parce que il m'expliquait que vu que c'est moi qui crée, que c'est moi qui l'écris, etc., j'ai l'impression d'avoir fait déjà un gros tour sur l'investissement immobilier, et plus particulièrement l'IMO, hein, bon, c'est peut-être 70% du podcast. Et donc, de reparler des choses, je me suis dit, bon, les mecs et les nanas, elles vont pas kiffer, tu vois, ça va être, vous allez percevoir des trucs comme redondants, etc., et c'est pas terrible, tu vois. Mais en fait, non. En plus, le podcast, il commence à bien se démocratiser, et plus le temps passe, et plus il y a de monde qui écoute, il y a des nouveaux auditeurs, etc. Donc il y a plus de nouvelles personnes dans la boucle. Et donc, il n'y en a pas beaucoup qui vont reprendre réellement le podcast depuis ses débuts, tu vois. Et je peux le comprendre, hein, et on a passé les 100 épisodes, ça commence à faire beaucoup à récupérer, même si tu mets en vitesse x2. Surtout que la majorité de mes épisodes de podcast, ils sont au-dessus de 20 minutes. Donc si vraiment tu veux reprendre le truc, alors ça se fait, hein. Et je vous donne tout le courage, les amis. Ça se fait, mais voilà, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'épisodes à reprendre. En plus de ça, c'est vrai qu'il y a quand même certaines choses que j'ai dit, et peut-être que mon avis a changé. Peut-être qu'avec l'expérience, j'ai changé ma vision de voir les choses. Et en gros, tout ça pour dire qu'on est reparti sur une grosse année, les amis, avec encore plus de contenu. Maintenant, il y a quand même quelque chose que j'aimerais vous demander. J'aimerais que vous aussi, vous participiez au podcast, que vous me donniez des sujets, que bah, vous souhaiteriez peut-être en parler, peut-être que vous préférez aller plus en profondeur sur certains sujets, etc., etc. Parce que peut-être que tout ne sera pas traité sur le podcast, parce que je commence à vraiment lancer la chaîne YouTube. Donc bah, j'en profite, hein, les amis, pour vous inviter à me rejoindre sur YouTube. Vous avez un peu plus de vidéos là-bas. Mais cette année, je vais mettre beaucoup plus de contenu là-bas. Mais par contre, ça ne vous empêche pas de me donner des idées pour le podcast. Et surtout, ça ne vous empêche pas non plus de soutenir le podcast en le notant 5 étoiles et en laissant votre petit commentaire ultime. C'est ce qui fait connaître le podcast, c'est ce qui fait booster sa visibilité. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à donner de la force pour me remercier. Bon, et si on commençait? Aujourd'hui, comme
Je vous l'avais dit dans le dernier podcast, on va parler de gestion locative. Plus le temps passe et je commence à voir vraiment les résultats de tout ce que j'ai mis en place, je me sens légitime pour parler de gestion locative parce que je commence à avoir pas mal de locataires, autant en perso qu'en société. Et franchement, pour le ratio emmerde-locataire, je trouve que je suis plutôt bien. En plus de ça, comme vous savez, j'investis à distance. À l'heure actuelle, je suis à 8 heures, 8 heures de route. Donc, c'est pas non plus donné à tout le monde. J'ai quand même mis en place des process efficaces pour réduire au maximum les emmerdes avec les locataires. Alors, je pense que ça peut faire un bon épisode si je vous donne comment je fonctionne, comment je gère la mise en location, comment je gère les locataires, etc. Alors avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, on va parler quand même de la délégation en agence. On est d'accord, ça existe, on délègue à 100%, etc., etc. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, hein. Il y a toujours un mais. Dans tout ce que vous faites, il y a toujours un mais. Moi, personnellement, j'ai testé une fois, et c'était vraiment n'importe quoi. On vous fait miroiter que bah, vous serez le client chouchou, que votre bien sera traité aux petits oignons, et puis au final, que nenni, rien. Et en plus de ça, ça coûte entre 5 à 8% par mois, ce qui n'est pas négligeable. Donc imaginons pour un loyer de 500 euros, ça va vous coûter 40 euros par mois, soit un loyer annuel. C'est quand même beaucoup, je trouve. En plus de ça, il y a quand même les frais d'entrée, et c'est pas des frais qui sont négligeables pour un potentiel locataire, parce qu'on va parler, pour rentrer dans un bien en gestion locative, on va parler d'un mois pour le dépôt de garantie, un mois à peu près pour l'état des lieux, plus le prorata de loyer. Donc c'est quand même pas mal. Parce que ouais, effectivement, tu délègues tout, mais il faut savoir que quand tu fais rentrer un locataire via une agence de location, tu vas payer l'état des lieux. C'est 50-50, il me semble, un truc comme ça. Donc c'est pas, voilà, c'est pas, enfin moi personnellement, tu vois, je dirais même que avant de déléguer quoi que ce soit, tu as besoin d'avoir de l'expérience. Tu dois connaître tu dois savoir de quoi tu parles. Si tu n'as jamais fait de gestion locative, on va pouvoir te mener en bateau par-ci, tu vois. On va pouvoir facilement te baragouiner. Alors que si tu as de l'expérience, tu vas savoir de quoi ça parle. Tu vas savoir c'est quoi la gestion locative. On ne pourra pas te la faire à l'envers. Alors, on va parler vite fait aussi de la PNO. Pardon, la PNO, n'importe quoi. De l'assurance loyer impayé. Assurance loyer impayé, moi personnellement, je n'en ai pas. Je n'utilise pas d'assurance loyer impayé, simplement parce que c'est un coût. Et si tu commences à mettre en location dans une agence avec l'assurance loyer impayé, etc., etc., ça commence à te faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup de frais. Donc, à moins d'avoir un bien qui te dégage du cash au max, souvent, ça va venir grignoter tout ton cash et il va pas rester grand-chose. Donc moi, personnellement, j'en ai pas. Par contre, il y a un point qui est très intéressant et là, cette fois-ci, je l'ai pour certains des locataires. On va parler de la garantie Visale. La garantie Visale, c'est une garantie loyer impayé financée par l'État. Franchement, c'est, je pense, la meilleure. Elle est excellente et si vous pouvez l'appliquer dans vos business, dans vos locations, moi je vous la conseille les yeux fermés. Il faut juste respecter quelques points, mais il faut savoir que cette garantie, elle s'est élargie, il me semble, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Je vous donne les critères. Donc pour être éligible, donc votre locataire pour être éligible à Visal, il doit remplir au moins une de ces conditions. La première condition, avoir entre 18 et 30 ans. Donc ça laisse quand même une marge pas mal. Maintenant, si votre salarié a plus de 30 ans, il doit être embauché depuis moins de 6 mois ou gagnant jusqu'à
1500 € net par mois, ou en mobilité professionnelle, ou en possession d'une promesse d'embauche de moins de 3 mois. Ça, c'est pour appliquer la garantie Visale dans vos locations. Et franchement, je le répète, mais si vous avez l'occasion, si vous avez la possibilité d'appliquer cette garantie Visale, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Toutes les personnes que je connais qui ont réussi à l'appliquer, qui ont eu des problèmes avec leurs locataires, ils ont été payés, ils ont été indemnisés sans aucun problème, sans aucun chichi, sans ah oui, mais vous ne respectez pas cette petite ligne-là, etc., etc. Donc vraiment, c'est le jackpot. Bon, on commence ou quoi? Déjà, on va parler la pierre angulaire de la gestion locative, c'est le locataire. Sans locataire, pas de gestion locative. Donc on va parler de la sélection du locataire. Mais avant, il y a quand même une étape. Avant la sélection du locataire, c'est le produit qui est proposé à la location. Parce que votre bien, si vous proposez un truc qui est dégueulasse, vous vous attendez, franchement, il n'y a pas de surprise. Ne vous attendez pas à avoir des personnes tip-top. Non, vous allez brasser des gens qui sont dégueulasses aussi. Je vous dis pas de faire du haut de gamme. Je vous dis pas d'aller à l'excès, tu vois. Non, mais simplement un logement propre dans lequel tu pourrais vivre. Tu te doutes bien, franchement. Les amis, vous vous doutez bien quand même que si vous louez un vieux T2 flingué avec les meubles des années 80, de la tapisserie jaunâtre, un clic-clac qui ne fonctionne même plus, bah tu vas pas choper des profils exceptionnels. J'espère que ça paraît logique quand même quand je dis ça. Alors que si tu proposes quelque chose de propre, quelque chose de bien équipé, moderne, en somme un logement qui a une âme, tu vois, tu ressens quelque chose quand tu vas dans le logement, et ben tu vas attirer beaucoup plus de profils supérieurs. Et c'est logique, même en ayant un prix plus élevé. Donc le premier point, ça va être de proposer un logement qui est fait pour attirer les bons profils. Ça, c'est le premier point. On va passer maintenant à la sélection du candidat. Comment moi je fais? Concrètement, quand je mets en location un logement, je le mets en annonce sur Le Bon Coin. Pour l'instant, rien d'exceptionnel. Premier point important, je ne mets jamais mon numéro de téléphone. Sinon, tu vas recevoir un nombre extrêmement élevé d'appels. Premièrement, pas toujours qualifiés. Deuxièmement, à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit. Et troisièmement, tu vas attirer des gens qui vont venir visiter en mode touriste. Donc, pour pallier à ce manque, enfin à ce numéro masqué, votre annonce, par contre, elle doit être extrêmement claire et précise. Vous devez être le plus détaillé possible. Qu'est-ce que j'entends par là? Grosso modo, quand vous faites votre annonce, imaginons tu loues, tu loues un T3, et ben dans ce T3, je veux tout. Vous mettez le nom de la rue, le numéro, vous notez, je sais pas, une cave de X mètres carrés, une cuisine équipée avec ça, une chambre de 10 mètres carrés, une chambre de 13 mètres carrés avec un dressing. Tout, la totale. Vous mettez de quoi est composé votre logement le plus détaillé possible. Simplement pour euh, avoir le maximum de réponses dans votre annonce. Ensuite, vous avez le droit à 3 photos sur l'annonce. Et donc là, on va mettre des photos percutantes, des choses qui parlent aux gens. Tu vois, tu vas mettre une photo du salon, salle à manger ou cuisine, avec une photo de la chambre et une photo de la salle de bain. Et tu vas faire le nécessaire pour essayer de mettre en vie ton logement. Par exemple, sur la salle à manger, tu vas mettre la table. Dans la salle de bain, tu mets la petite serviette qui va bien, tu vois. Les choses comme ça. Voilà, tu te doutes bien tu te doutes bien que pour la chambre, vaut mieux que le lit soit fait. Mais on met des photos vraiment percutantes, qui donnent envie de se projeter, etc. Ensuite, lorsqu'il y a quelqu'un qui commence à être intéressé, vous pouvez déjà préparer un petit pack de photos que vous envoyez dans la foulée, tu vois. Pour les gens, ah oui, je peux voir ça. Ok, pas de problème. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je prends, pour les grosses pièces, je le prends de chaque angle. Pour comment dire, pour la chambre, je prends entrée, enfin au niveau de la porte d'entrée et de l'autre côté. Comme ça, on a une visu globale de la pièce. Et puis, tu envoies tout ça, tu vois. Tu l'envoies, les photos elles sont déjà faites.
tout simplement. Un petit crochet rapide sur les photos, les amis. Ok, on est des pros, on est des investisseurs. Pas de photos pixelisées, pas de photos sombres, pas de photos floues. Je vous dis pas de prendre des photos avec un appareil à 1000 balles. Non, votre téléphone, il fait le taf. Il fait le taf, mais juste on s'applique, on joue avec la lumière, etc., etc. Donc avec ça, avec les photos et avec une description précise du logement, et surtout dans vos conditions, dans la description du logement, on insère les conditions minimum pour louer le bien. Comme ça va déjà préfiltrer, ça va déjà filtrer une bonne partie des mauvais profils. Maintenant, sachez que vous en aurez encore des mauvais profils et c'est normal, mais c'est pas grave. Moi, les conditions pour louer mes logements, c'est simplement 3 fois le loyer en salaire net, un CDI confirmé. Je demande toujours la taille de la famille en fonction de la typologie du logement, parce que par exemple, un T2, c'est pas pour 4 personnes. Un T2, c'est pour 2. Donc, moi, je refuse catégoriquement les familles qui ne correspondent pas à la typologie du bien. Parce que ça implique d'autres problèmes derrière ça. Ensuite, je demande pourquoi ils recherchent un nouveau logement. Et je prends uniquement les dossiers complets avant de faire visiter. Ça me permet de ne pas faire visiter à 30 personnes. Donc, qu'est-ce que j'entends par un dossier complet? C'est carte d'identité, avis d'imposition, bulletin de paye, dernière quittance de loyer et les avis d'imposition, je demande les 2 derniers. Et puis en fait, après, tout simplement, comment je fais pour choisir, filtrer mes visites? Eh ben, je vais classer par ordre financier. Par exemple, si j'ai un couple avec, disons que le mari gagne 1200 et que la femme gagne 800, et puis derrière j'ai un autre couple qui gagne 1000 et 1002, et ben logiquement, je vais m'orienter plus vers la personne qui a la plus grosse capacité financière. Mais aussi en fonction du travail. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast. Moi, j'évite quand même toutes les professions qui sont un peu légales. Avocat, notaire, etc., etc. Simplement parce que ils sont tatillons. Ces personnes-là sont tatillons. C'est pas toujours les meilleurs profils à avoir. Après, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec ce type de locataire parce que je n'en ai jamais accepté. Enfin, j'en ai jamais eu qui se sont proposés pour louer. Mais des retours que j'ai eu de diverses personnes, c'est vrai que les personnes qui ont ce genre de boulot, bah, elles sont pas, c'est pas toujours les meilleures. Voilà. Euh, Maintenant, voilà, si j'ai pas le dossier complet, il n'y a pas de visite. Et ça, les amis, il faut vraiment être ferme. Pas de dossier complet, pas de visite. C'est tout simple. Une fois que moi j'ai fait ça, j'ai fait ma présélection, j'ai fait ma due diligence, c'est-à-dire que je vais vérifier l'authenticité des documents, euh, je vais appeler l'ancien propriétaire, enfin l'ancien bailleur, je vais vérifier l'avis d'imposition sur le site du impôt.gouv, etc., etc. Et si j'ai le moindre petit couac dans le dossier, c'est recalé. Si par exemple l'avis d'imposition, bah c'est bizarre, c'est pas les mêmes chiffres, next. Si les fiches de paye elles me paraissent suspectes, next. Et on prend zéro risque. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et donc en fait tout ça, bah, ça me permet en général de faire visiter un maximum 5 personnes. Euh, je prends jamais plus que ça parce que déjà de un c'est du temps de perdu. Et, euh, et de deux, bah, c'est quand même dur de refuser à des bons dossiers, parce qu'en général, ceux qui visitent, c'est qu'ils ont des bons dossiers, et ça fait toujours chier, tu vois, surtout quand les gens, ils ont eu le coup de cœur pour ton logement, de devoir les refuser, c'est toujours chiant. Vraiment, c'est jamais plaisant. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Et je book ces 5 visites en général sur une matinée, avec une intervalle de 30 minutes. Comme ça me laisse, je fais 9h, 9h30, 9h30, 10h, petite pause et je reprends à 10h30 jusqu'à 11h30 en général, 11h30 midi. Et puis en fait, après ces visites, moi j'ai déjà choisi, en vrai, j'ai déjà choisi qui j'ai envie de mettre dans la location. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est
moi je sais, quand je les fais visiter, je sais qu'ils ont tous des bons dossiers. Donc je choisis après énormément avec le feeling, parce que si la vie m'a bien appris une chose, c'est que il faut toujours croire son instinct. Et si je ressens pas le bon feeling, même s'il me dit qu'il est OK pour prendre le logement, c'est next, je prends pas. Alors bien sûr, après, il faut quand même attendre aussi le retour des personnes, hein. Peut-être que toi, tu as sélectionné ce locataire et puis ce locataire, il te dit, ah non, votre logement, il m'intéresse pas trop en fait, next. Et puis, bah, c'est crescendo, ça ne fonctionne pas pour lui, bah, le second choix, c'était lui, etc., etc. Donc une fois passé tout ce process qu'on a trouvé, enfin qui a deal, eh ben, j'ai déjà tous les documents nécessaires. Donc il manquera juste l'assurance habitation que la personne fournira lors de l'état des lieux d'entrée. Euh, Petit point, mais pas d'assurance habitation, pas d'entrée dans les lieux, les amis. Ça, c'est une règle aussi. Il faut pas, s'ils sont déjà pas au carré dès le début, ça implique rien de bon derrière. Donc, moi, j'ai tous les documents que j'ai demandé qui étaient nécessaires. Donc, ensuite, moi, ma gestion locative, elle se passe quasiment à 100% sur un logiciel qui s'appelle Rentila. Rentila, c'est un logiciel de gestion locative qui est, à mon sens, ultra complet. Il y a quand même une petite prise en main à avoir, mais c'est vachement utile. Donc, à partir de là, c'est du boulot, bien sûr, c'est du boulot. Je vais créer le profil du locataire et je vais l'affecter à un logement aussi que j'aurais préalablement créé. Cette phase, elle est peut-être un peu longue à créer, mais une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de revenir dessus. Ensuite, tout se passe sur Rentila. La signature du bail, l'état des lieux, etc., etc. Tout, absolument tout, et j'ai tout sur ma tablette. Donc on arrive au jour d'entrée, je récupère l'assurance habitation et on fait l'état des lieux. Pour l'état des lieux, les amis, il faut être extrêmement précis, toujours avec des photos à l'appui que je rajoute toujours sur l'état des lieux. Je fais une vidéo, donc une fois qu'on a fini l'état des lieux, je fais une vidéo globale du logement, les compteurs, etc., etc. Cette vidéo sera ensuite mise dans un dossier locataire sur un Google Drive. Et en parallèle de tout ça, et il faut savoir aussi que sur Rentila, en fait, vous pouvez inviter, enfin, moi, je laisse pas le choix, en fait, en réalité. Je demande au locataire de se créer son profil locataire sur Rentila. Et comme ça, en fait, je peux lui faire signer le bail de manière dématérialisée avec une valeur légale. Et en fait, c'est même avantageux pour lui parce que il va retrouver absolument tous ses documents sur son profil locataire. Comme en fait concrètement, je ne sais pas si vous avez déjà été dans locataire avec une copro, tu vois, sur par exemple Foncia, ils ont un truc qui s'appelle MyFoncia. Et ben c'est exactement pareil que ça, sauf que bah c'est MyRentila. Donc en fait c'est super cool parce que moi je fais signer le bail directement en ligne. L'état des lieux, ça se retrouve en ligne, c'est jamais perdu, c'est archivé. Vous pouvez joindre tous les DPE, enfin tout ce qui est nécessaire pour le locataire, vous le retrouvez dessus. Ça génère les quittances de loyer, c'est vraiment une pépite. Vraiment, Rentila, moi je le conseille vraiment. C'est peut-être un peu dur à prendre en main au début, mais vous pouvez vraiment faire des choses extrêmement poussées grâce à Rentila. Euh, je répète, hein, les amis, mais pour l'état des lieux, soyez toujours extrêmement précis. Les photos, vraiment, les photos, c'est hyper important. La vidéo, hyper importante aussi, ça coûte rien. Ensuite, vous l'uploadez sur un Google Drive et vous l'avez. Et si jamais le jour du départ du locataire, on vous dit, ah, ça, s'y était pas, pap, on a la vidéo. Dans chaque pièce, tu fais un 360, comme ça, tu rates absolument rien. Et puis, c'est top. Voilà. On va parler maintenant de la relation avec votre locataire. Il faut toujours mettre des bases claires et précises au début, les amis. Moi, pour moi, je trouve ça euh, obligatoire. Vraiment, je trouve obligatoire cette relation, c'est d'utiliser le vouvoiement. Pour moi, le tutoiement, c'est miette, c'est interdit. Le vouvoiement obligatoire, c'est bonjour monsieur, bonjour madame, vous allez bien. Et peu importe l'âge des locataires, plus jeunes, plus vieux,
dans mes locataires, j'ai des personnes qui ont 59, 60 ans. C'est vous et eux, c'est Monsieur Touchard. Et pas d'amitié, rien du tout. Parce qu'en fait, si vous installez une relation trop laxiste au début, c'est pas bon. Le locataire, à un moment, il va commencer à se permettre certaines choses. Peut-être pas au début, hein. Bien sûr qu'au début, ça va être tout beau, tout rose. Il va, il- il- Ça sera carré. Mais au fil du temps, cette relation, elle va s'éroder et il va commencer à prendre ses aises avec vous. Et il faut savoir que le vouvoiement, ça a jamais empêché une bonne relation. Ça, ça permet de garder une certaine distance, mais tout en étant sympa. C'est pas parce que vous allez vous voyer que vous allez être le gros enfoiré de propriétaire qui est froid et méchant. Non, on peut garder, enfin moi en tout cas j'essaye de garder cette distance, mais en étant toujours très sympathique. Parlons maintenant du paiement du loyer. Il faut toujours définir un cadre clair et précis comme pour le vouvoiement, mais cette fois-ci pour le paiement du loyer. C'est-à-dire que vous voulez que le loyer soit payé entre telle date et telle date. Moi personnellement, euh, alors juste avant de parler de ça, je vais enchaîner. Euh, Soyez ferme. Vous dites entre eux, mais ferme mais pas débile. C'est-à-dire, c'est pas, moi je veux que ce soit payé le 7, je veux le 7. Si c'est pas le 7, ça va pas le faire. Non, vous définissez un cadre. Moi personnellement, les loyers c'est du 5 au 12. Entre le 5 et le 12, je veux avoir le paiement du loyer. À partir du 12, là c'est problématique. Ensuite, on va parler de quelque chose. Alors, ça c'est pareil, mon avis. Je sais que c'est pas quelque chose j'en ai déjà parlé avec d'autres investisseurs et c'est pas un avis qui est partagé. Mais je, comment dire, je leur explique que un souci dans la vie ça arrive, mais que je vais être prévenu. Je vais être prévenu en amont et pas pris sur le fait accompli. Le souci, c'est en gros, il a un problème financier, il peut pas payer. Je veux pas être pris au dépourvu. Je veux pas que le 12, le 12, le 13, il n'y a pas de loyer et puis que j'ai pas de news. Moi, je veux que, par exemple, ils me disent, ok, bah écoutez, Monsieur Touchard, je vais avoir un petit problème cette année, enfin ce mois-ci. Je J'ai un petit souci, une dépense imprévue. Ça va être compliqué pour moi de vous payer entièrement le loyer ou de vous payer le loyer ce mois-ci. Et comme ça, on définit un moyen d'éponger, tu vois, de une solution à son problème, parce que faut pas oublier, je sais pas d'où vous venez, mais on n'oublie pas d'où on vient. Moi, je viens d'une famille où c'était dur aussi. J'ai connu les phases de galère. Donc, il faut pas être débile. Les gens, il y a certaines personnes qui ont des vies dures, qui ont des vies difficiles, avec des moments à passer qui sont pas faciles. Et il faut pas être là comme un foutu propriétaire qui est là pour récupérer son loyer, etc., etc. Faut être des fois compréhensif. Mais par contre, je dis pas, faut pas être bisounours non plus. Parce qu'il y en a certains qui n'ont pas de problème, qui payent pas par choix. Donc voilà, faut prendre la température. Mais voilà, moi en tout cas, je laisse toujours cette fenêtre ouverte. Et en plus de ça, je pense que ça crée aussi, ça apporte un peu de lien avec le locataire. Mais voilà, moi j'ai déjà eu une discussion avec d'autres investisseurs et que ils me disaient qu'en gros, bah, ça laissait la porte ouverte aux impayés. Et voilà, chacun son avis. Moi personnellement, je suis pas convaincu. Donc, une fois que tout est en place, le locataire s'installe. Moi, je le relance toujours un mois plus tard pour savoir si tout va bien, s'il a rien remarqué de spécial, s'il n'y a pas de problème, etc. Cette petite attention, elle est toujours bien appréciée des locataires parce qu'eux, ils vont se dire que, ok, ce mec-là, c'est un bon propriétaire. Putain, j'ai jamais eu de message de mon propriétaire pour me demander si j'étais bien installé, si j'avais des problèmes, etc. En général, ils ont rien à dire, d'accord? Tu- Quand tu sors d'une location, voilà, tu sais s'il y avait des problèmes ou pas. Mais en général, ça fait toujours plaisir, tu vois. Ça fait toujours plaisir cette petite attention. Mais par contre, ça peut quelquefois vous apporter des points que vous n'avez pas pensé, tu vois. Par exemple, moi, pour ma dernière mise en location que j'ai faite, c'était une rénovation totale d'un bien. Donc, c'était entre guillemets, le premier locataire. Et j'avais absolument pas pensé à un truc, par exemple, au thermostat pour la chaudière. C'est un petit boîtier qui régule la température dans la maison. En gros, tu mets sur ce boîtier, à l'heure actuelle, on est
Si tu respectes les lois, je crois qu'il doit être paramétré à 19, pas plus. Attention, hein, sinon on fait descendre les stupes. Mais en gros, tu vois, j'avais pas pensé à ce petit boîtier. Et cette locataire, en fait, elle m'a appelé. Elle m'a dit, ouais, monsieur Touchard, bah écoutez, c'est quand même compliqué parce qu'en fait, la chaudière, elle s'éteint, elle se rallume, elle s'éteint, elle se rallume, etc., etc. Donc, vous voyez, tu vois, c'est pas un truc que j'avais forcément pensé, mais ça améliore le confort des locataires. Donc, j'ai fait installer ce petit thermostat par l'artisan, et voilà. Et puis, eux, ils sont contents, ils voient que ça bouge. Tiens, on va parler des réparations parce on n'a pas encore parlé. Très important avec le bail, les amis. Alors bien sûr, je ne vous parle pas des documents légaux à fournir, mais moi je fournis toujours en plus un petit livret de qui répare quoi. En gros, c'est un petit livret, vous avez une dizaine de pages, et on vous dit en gros, ok, bah la chasse d'eau c'est lui, ça c'est lui, l'ampoule c'est lui, etc. Dans ce petit livret, vous retrouvez la majorité des réparations qui sont à leur charge et à votre charge. Et voilà, expliquez-lui, vous dites, écoutez, ce livret, gardez-le, vous trouverez toutes les réparations à faire, à quelle charge sont-ils. Et donc, en gros, je leur explique que, voilà, il ne faut pas me déranger, par exemple, pour une ampoule, il ne faut pas me déranger. Par contre, si c'est quelque chose qui est à charge propriétaire, qu'il m'en informe et on fait le nécessaire le plus rapidement possible. Et ça aussi, c'est important. Il ne faut pas marcher en moonwalk lorsque vous devez faire une réparation. Au contraire. Et parce que c'est ça aussi. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une réserve de trésorerie. Euh, Si tu es à poil, si tu n'as pas d'oseille de côté et que tu dois changer quelque chose qui coûte. Bon, on va pas prendre. À chaque fois, je prends l'exemple de la chaudière. On va changer. On va prendre. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Tiens, on va partir avec un radiateur. Les radiateurs. Un bon gros radiateur en fonte. Ok? Donc, on va partir d'un. Voilà, si ce radiateur, il ne fonctionne plus. Là, le thermostat ne fonctionne plus. euh, Ils ont fait des purges, etc. Mais voilà, il y a un problème. Eh ben, faut pas, faut pas marcher en moonwalk. Il faut, à un moment, c'est ça aussi, tu vois. Ça, encaisser les loyers, c'est cool. Mais parfois, il faut lâcher aussi un peu d'oseille de temps en temps. Ça fait partie de l'investissement. Et pour la relation avec le locataire, c'est aussi toujours mieux. Il est préférable quoi? Est-ce qu'un locataire va préférer un propriétaire où tu lui dis ok bah j'ai un tel problème et il te répond 4 jours plus tard, il te dit ok on va regarder et puis un an plus tard c'est toujours pas réparé? Ou tu préfères un propriétaire qui tu l'appelles, tu lui dis écoutez bah monsieur Touchard j'ai ça. Ah ok bon je vois avec l'artisan, il va se rendre sur place, il va regarder. Et s'il y a un changement, on le change. Et peut-être, même si ça prend un peu de temps, tu vois, ça prend 2 semaines, et ben voilà, c'est réparé dans 2 semaines. Tu vois, j'avais un souci avec un de mes locataires il n'y a pas très longtemps. Il m'a appelé, franchement, il m'a appelé, je pense, vers 10 heures du matin. À 17 heures, l'artisan était sur place pour avoir le truc et il lui a fait 3 jours plus tard. Il lui a réparé le truc 3 jours plus tard. Et il m'a envoyé la facture, c'était $1 pour le locataire et il était content. Et c'est comme ça qu'on entretient des bonnes relations. C'est très important ces trucs-là. Être bailleur, c'est pas que encaisser des loyers, tout simplement. Bon, je pense avoir fait un petit tour global, quand même plutôt complet, de la gestion locative. Si jamais vous avez d'autres points à éclaircir, n'hésitez pas les amis. N'hésitez pas à venir vers moi sur Instagram, Anthony-THRD, quitte à refaire même une petite partie sur la gestion locative dans un autre épisode, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en le partageant à vos amis, à vos collègues, à votre famille, à votre grand-mère. Vous pouvez le partager aussi sur vos réseaux sociaux, ça me fera hyper plaisir. N'hésitez pas aussi à aller sur Apple Podcast, le noter 5 étoiles et le petit commentaire qui fait plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas, 1% chaque jour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!